gros, je vais vider mon sac, au sens escalade. Hein. Ne vous inquiétez pas, on part pas sur de la psychologie. Écoutez, moi je suis sur Chamonix. On a beaucoup de chance parce que du coup, on a quand même pas mal de choix pour grimper. Et moi, ce qui m'intéresse tous les jours dans ma pratique de guide ou dans ma pratique amateur, quand je dis amateur, vous voyez le terme, hein, ça veut dire que je ne suis pas dans un encadrement professionnel. C'est-à-dire que je vais grimper avec d'autres amis où voilà, on peut avoir le même niveau ou alors des niveaux différents, mais en tout cas, je ne suis pas dans une pratique professionnelle. C'est qu'en fait, on a tous dans notre pratique une évolution et il y a pas mal de journées où on se dit, tiens, bah ça, si je l'avais fait ce matin, si j'y avais pensé, bah j'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu ça. Enfin voilà, un peu le retour sur l'expérience qu'on se fait à nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est soit quelqu'un qui nous le fait. Donc là, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on peut faire entre nous, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de se le faire à soi-même. Et je vais pas vous inventer l'idée qu'il y a quand même pas mal de fois où en escalade, on se dit « Ouh là là, là, c'est quand même limite ce que je suis en train de faire ». Ou alors on se dit « Ouh là là, mais là, j'en avais pris 10 fois trop. Là, en fait, j'étais pas du tout... le choix que j'avais fait dans mon matériel ne correspondait pas forcément à la voie que j'entreprenais. » Voilà, donc les grandes voies. Ce qu'on peut faire en plusieurs temps, c'est que je vais vous présenter un peu ce qu'il y a aujourd'hui dans mon sac. Et après, voilà, je ferai passer un micro et n'hésitez pas à poser vos questions, les scénarios sur lesquels vous êtes déjà tombés. Le but, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble sur peut-être des solutions, des idées, des astuces. Alors, je ne dis pas que je les aurai toutes, justement, c'est un peu un échange entre nous. Donc, les grandes voies, ça peut être à plein d'altitudes. Là, on est sur une grande voie qui se trouve dans le massif du Mont Blanc, la voie Contamine au Pointe-la-Chenal, c'est à 3500 mètres. Généralement, quand on est en mode comme ça en haut, c'est que la journée s'est bien passée. Logiquement, je fais mieux mon sac que les présentations vidéo. Exactement. Ah oui, il faut que je sélectionne toutes les photos. Voilà, c'est juste pour nous mettre un peu dans le bain. Là, on est dans les calanques, vous reconnaissez sûrement. Je vous invite juste un petit peu à regarder des détails dans les photos sur le matériel que vous voyez. Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce qu'il y a des questions qui vont un peu vous interpeller? Donc, puis on reviendra entre nous dessus petit à petit. Donc voilà, là j'ai une cordée de 2 personnes. Là, je suis vraiment dans une pratique professionnelle sur des très belles voies dans la calanque d'Envaux. La même. Là, on arrive plutôt sur le massif du Mont Blanc, la voie Contamine-Vaucher. C'est une grande voie plutôt tirée, plutôt terrain d'aventure. Ces termes-là vous parlent sûrement. Si vous ne parlent pas, on va les redéfinir ensemble. Qui se passe donc vraiment massif du Mont Blanc, où là, les protections sont à rajouter par nos soins. Là, on est aussi dans le massif du Mont Blanc, sur le granit. Ça, c'est une photo qui est prise à Bonne-Éthique. C'est une voie qui, malheureusement, a un tiers disparu depuis 2-3 ans sur le trident du Tacu. Cette photo, elle me parle vachement parce qu'en fait, ça s'est effondré 48 heures plus tard. Bon, c'est un détail. C'est un autre sujet. Mais voilà, vous voyez qu'il y a des différences, par exemple, dans le matériel, là, si vous analysez un petit peu, entre la photo ici et cette photo ici. Pourtant, on est dans du terrain d'aventure dans les 2 cas. Là, on est à Riglos, en Espagne. Ça vous parle aussi, c'est des gros pénitents, où on grimpe vraiment avec des formes qui ressortent du rocher. Voilà, je vous invite à un peu observer ce que vous voyez. On est toujours sur Riglos. C'est vraiment des grimpes particulières, mais là, voilà, on est sur des envolées verticales où le village de Riglos, il est vraiment à l'angle de la photo, donc il est à 40 mètres plus bas. Mais on est quand même dans une grande voie et ça implique du coup des choix de matériel et des choix de progression qui peuvent être identiques à des grandes voies qui sont bien plus loin. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller à Riglos, c'est vraiment une merveille de la nature. Et là, on arrive aux États-Unis, vers Indian Creek en Utah, où là, de nouveau, on arrive plutôt sur du terrain d'aventure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de broche, ce n'est pas équipé par l'homme, ou en tout cas très partiellement.
Et là, on arrive sur le Yosemite, sur El Capitan, où voilà, pareil, je ne suis pas là pour vous faire le diaporama de mes vacances, c'est vraiment d'observer un peu le matériel que vous voyez ressortir sur les photos. C'est le bas du nose, ça. Vous voyez les gens en bas qui attendent, à la queue leu-leu. Et ça, c'est la partie Free Blast qui est à gauche du nose. Et là, on est donc en plein milieu du nose, dans une voie d'artif. On va pareil observer un petit peu ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 cordes quel matériel vous voyez? Voilà, et on est revenu. Donc, je vais sortir ce qu'il y a dans mon sac, ou en tout cas, on peut l'observer ensemble. Là, on a un petit sac à dos, déjà de 30 litres, ok, assez compact. Il n'y en a pas qui ressortent de partout, c'est à peu près rangé. Donc, comment j'opère ou comment je propose d'opérer sur comment faire son sac? Vous savez, à la maison, la veille, on doit préparer notre course, ou même l'avant-veille, avant-avant-veille. D'accord, ça c'est les 3 moments. Il y a la veille à la maison, le matin même, et puis face aux difficultés. C'est nos 3 moments dans une gestion du risque qui s'appelle le 3x3, ça parle peut-être à quelqu'un. Donc, il faut partir du principe qu'on oublie toujours quelque chose. Voilà, l'erreur est humaine, et surtout dans l'escalade où on a besoin de beaucoup de matériel. Okay, on ne parle pas de surf, de mer, on ne parle pas de pétanque, on ne parle pas de badminton. On a quand même beaucoup de matériel qui gravite autour de notre pratique. Donc oui, on va oublier quelque chose. Il vaut mieux se le mettre tout de suite dans l'idée. C'est rare, c'est très rare les journées où on se dit mais là j'avais exactement le matos qu'il me fallait. Par contre, le but c'est qu'on s'en rapproche le plus possible. Donc moi ce que j'aime bien faire quand je prépare mon matériel, c'est de partir de la tête, des pieds et de remonter jusqu'à la tête. Ok, c'est juste des méthodes, une petite méthodologie. On ne s'appelle pas Einstein, mais je pars des pieds, de quoi j'ai besoin sur mes pieds, et petit à petit je remonte vers ma tête. Ok. Donc c'est sur le matériel. Donc je réponds à la question qui, où, quoi, quand, comment. Donc qui je suis? Voilà, je suis un grimpeur, j'ai une expérience, j'ai pas d'expérience. Mon partenaire, il a de l'expérience, il a pas d'expérience. Où je vais? Vous avez bien vu là dans le petit diaporama, on va sur plusieurs secteurs. Parfois c'est de la haute montagne, parfois c'est en basse altitude, parfois il y a du matériel en place, parfois il n'y en a pas. Donc qui, où je vais? Quoi? Est-ce que c'est une grande voie, engagée, peu engagée? Ça va du coup influencer notre choix de matériel. Où c'est? La question du où, ça va parler sur le topo. Okay, les bouquins, il y a eu plein de conférences les jours précédents sur ça. Mais où je vais, c'est quand même une question hyper importante. Et avec des outils comme les topos, on peut avoir beaucoup de réponses. Et comment? Qui, où, quoi, quand, comment? Ça va être est-ce que j'y vais en bagnole? Est-ce que j'y vais à pied? Est-ce que j'y vais en vélo? Parce qu'en fonction des réponses qu'on a là-dessus, ça va impliquer aussi un choix de matériel. Donc voilà, si on se rappelle un peu de ces 5 points, qui, où, quoi, quand, comment, ça peut quand même assez bien aider notre choix de matériel. Et d'ailleurs, le qui, où, quoi, quand, comment, c'est pareil pour le message d'alerte. Une petite aparté, quand on appelle les secours. Ok, donc, moi je suis parti de mes pieds et je suis remonté jusqu'à ma tête. Et voilà ce qui en est ressorti. Donc je vide mon sac. Je vais essayer de laisser ça pour que tout le monde puisse voir. On voit un baudrier. Alors c'est pas parce que j'y pense, okay, des pieds jusqu'à la tête, que ce qui va en ressortir de mon sac, ça va être nickel. Hein. Là vous voyez, je suis plutôt au niveau du bassin et là je suis déjà au niveau des mains. Des gants en cuir où on a les doigts qui ressortent. Ça a une importance. Là, nous allons avoir des sangles pour la progression ou nos relais. Là, je vais trouver ce qu'on appelle des friends, des coinceurs, tout ce que vous voulez. Ça, c'est plutôt pour les voies terrain d'aventure. Donc, en fonction de mon qui, où, quoi, quand, comment, dans le topo, je vais pouvoir trouver une information, par exemple, sur un jeu de friends, 2 jeux de friends. Ok, donc si j'ai 2 jeux de friends, il faut vraiment que je comprenne, dans le glossaire du topo, qu'est-ce qu'ils appellent un jeu, en fonction des tailles. Vous savez, il y a différentes marques. Pareil, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais c'est très technique. Mais un jeu, si dans le topo, on nous demande de prendre 2 jeux, et qu'on se pointe avec un seul jeu, on va vivre des moments de solitude assez désagréables.
Là, vous allez voir, c'est donc une petite pochette. Là, pour moi, c'est une radio, ça, une radio de secours. Une longe réglable avec un prussique. Pareil, on peut expliquer après à quoi ça sert. Des sangles de progression. Les dégaines, ok. En fonction de la voix qu'on va faire, on part plutôt sur du matériel type dégaine ou type Friends, ou alors les deux, ça peut se cumuler. Par exemple, sur ces voies-là, qui sont dans le massif du Mont Blanc, qui vont être dites de terrain d'aventure, c'est-à-dire qu'on doit rajouter des protections nous-mêmes. On peut très bien devoir mettre des protections dans des fissures, mais sur les parties où l'ouvreur a estimé qu'on devait mettre des broches ou des spits, ou du scellement, eh bien, on peut très bien avoir à clipper des dégaines. Okay, donc parfois, on peut avoir des mélanges de un peu de Friends, un peu de dégaine. Après, il faut quand même tout de suite partir dans l'idée que dès qu'on part sur des voies en haute altitude, terrain d'ave, on est quand même en majorité sur le rajout de protection par nous-mêmes. Là, j'ai plein de mousquetons. Alors là, je vous invite à faire des tours chez les revendeurs, mais il y a différents types de mousquetons. Il y a les mousquetons type B et type HM1. Alors je vous rassure, je ne l'ai pas su tout de suite, ça. Pour être tout à fait honnête, vraiment le distinguo entre les différents types de mousquetons, je l'ai appris il y a une petite dizaine d'années. Alors que voilà, j'ai de la chance de pouvoir grimper en grande voie depuis un bon moment. Mon père est guide aussi, donc ça fait un moment que je pratique. Mais vous avez des mousquetons qui vont plutôt être faits pour être mis sur du métal, vous voyez ? Donc ça, c'est les mousquetons qu'on va utiliser à nos relais, par exemple. Ou alors, il y a les mousquetons qui vont être comme celui-ci, qui vont être les HM1. Donc là, je vous invite à aller regarder sur le bord des mousquetons. Ça dépend les marques. Là, j'ai un H qui veut dire Alf. Donc ça, c'est les mousquetons pour demi-cabestan. Moi, je m'en rappelle comme ça. Donc demi-cabestan, c'est-à-dire qu'on va mettre de la corde là-dedans. D'accord ? Mais ça ne va pas forcément être le mousqueton qu'on va mettre au relais. Vous voyez, là, j'ai une broche. Si je dois mettre un mousqueton sur un relais, je vais choisir un mousqueton type B. Okay, le moyen mémotechnique, c'est métal sur métal. Voilà. C'est des petites nuances, mais allez faire un tour chez les constructeurs et ils vous expliqueront bien mieux que moi, mathématiquement, les différences de résistance entre les mousquetons. Mais voilà, c'est juste pour qu'on soit branché là-dessus. Ce que j'aime beaucoup, c'est un client qui me l'a fait découvrir, ça. Ces espèces de coups de poing américains, là. Où du coup, ça aide à organiser son relais. J'ai donc un mousqueton type B qui va venir sur une broche, okay, qui existe déjà. Ou un Friends, si c'est nous qui devons constituer notre relais. Et ce coup de poing américain, après, je vais pouvoir venir mettre ma longe, l'assureur pour assurer mon second. Et quand mon second arrive, je vais pouvoir aussi le longer là-dessus. C'est un truc assez pratique. C'est pas très lourd. Je vous inviterai à venir le peser après. Un couteau, hyper important. On reviendra dessus derrière pour l'expliquer pourquoi. Une micro-traction. Vous voyez, c'est cette petite manivelle orange qui peut vous servir en cas de hissage de sac ou hissage de personne. Okay, ça arrive qu'on ait des difficultés dans une voie, on n'arrive pas à passer un passage. On peut très bien utiliser ces micro-tracks pour démultiplier le poids de la personne et la faire monter de quelques mètres. C'est une petite astuce. Donc ça, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels et ce n'est pas réservé qu'aux glaciers. Okay, on l'utilise vraiment aussi quand on grimpe dans la voie. C'est des petites astuces. Alors ça, c'est un truc pour peser, donc on l'utilisera tout à l'heure. Bon, le sac à puff, généralement, ça, on l'oublie, vous voyez ? Mais est-ce qu'il vaut mieux oublier son sac à puff ou est-ce qu'il vaut mieux oublier, un truc qui est vraiment merdant quand on l'oublie, le casque. Perso, je préfère oublier le sac à puff. Nos chaussons. Là, je vais vous donner une petite astuce. Donc, bien choisir ses chaussons pour les grandes voies, pareil. Allez voir des constructeurs. Mais je dirais que dans l'ordre de priorité, c'est le confort. D'accord ? C'est le confort. Et après, si on est leader dans la voie, si on est second dans la voie, c'est à 80% le confort et 20% la précision. Dès lors qu'on devient leader, on va dire 60% de confort et 40% de précision. Vous voyez, je bouge un petit peu le curseur, mais il n'y a rien de pire que d'avoir mal aux pieds dans ces chaussons, parce qu'après, ça atteint notre cerveau, ça atteint notre concentration,
Et du coup, en tant que leader ou même en tant que second, ça nous fait vivre une mauvaise journée. Donc voilà, si dans le choix de votre chausson, je peux vous orienter sur quelque chose, c'est 80 ou 60% sur le confort. Et après, là, j'ai une petite astuce sur ces petites sangles là qui sont autour du chausson. Bah, justement, quand j'arrive au relais et que j'ai envie d'enlever mes chaussons, je peux enlever mon chausson et il se retrouve attaché à mon pied. Donc je ne perds pas mon chausson. J'ai pas posé de brevet, ça m'embête un peu. Je rigole, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ça, c'est une petite astuce. Honnêtement, on perd un chausson à la 3e longueur, et ben on redescend, quoi. Donc perdre son chausson, ça peut nous faire arrêter la journée. Des petits détails comme ça, mais... Et d'avoir mal oui, et on a souvent mal aux pieds, du coup on les enlève au relais. Donc voilà, ne pas perdre son chausson, c'est quand même sacrément important. Une casquette. Je préfère oublier ma casquette que oublier mon casque, encore une fois. À manger. Pareil, je suis pas nutritionniste, mais on ne peut pas partir dans une grande voie sans avoir rien qu'une barre sucrée dans notre sac. Un coup d'hypoglycémie, ça arrive super vite, aussi bien au leader qu'au second. En cas de secours, si jamais il faut un peu tenir, avoir un peu de sucre, c'est hyper important. Donc on a toujours des... Excusez-moi l'expression, mais des saloperies au fond de ce truc. Ça peut être voilà, une mauvaise compote qui est rarement bonne, ou un sneakers, mais ne partir avec absolument aucune vive de course dans une grande voie, c'est pas forcément la bonne option. Un escaper. Là, on rentre dans la technique. C'est un produit qui a été développé par Béal. Ah non, merde, ça c'est ma brosse à dents. C'est juste que c'est le même... Bon, bah, il arrivera tout à l'heure, l'escaper. De l'eau. Pareil, toujours des grandes questions. Combien de litres d'eau je dois prendre? Quand même la fameuse question. Plus on prend d'eau, plus c'est lourd, ok, et moins on grimpe bien. Moi, j'essaye de faire des ratios sur le nombre de longueurs que je dois faire. Si je dois faire 10 longueurs, je suis à 1 litre. Si je dois faire 15 longueurs, je suis à 1,5 litre. C'est pas plus compliqué que ça. 5 longueurs, je suis à 50 centilitres. C'est mes habitudes. Généralement, quand je prends un second, je rajoute toujours 20 ou 25% à ce ratio-là. Donc je sais que si on part sur 5 longueurs, je vais lui prendre à peu près 75 centilitres. Si je pars sur 10, je suis un peu plus à 1 litre, 1,5 litre. Mais voilà, j'essaie de faire un ratio pour le leader, un ratio parfait, et à ça, je rajoute 25% quand c'est des personnes qui n'ont pas trop l'habitude. C'est un petit baudrier de secours. On l'a tous vécu. On prépare notre truc, on fait la marche d'approche, on arrive, on est super content d'être au pied de la voie. Et merde, ce matin, je l'ai laissé sur la table. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Ou ça nous arrivera tous au moins une fois. Aujourd'hui, on a de la chance, les constructeurs font des petits baudriers très très légers. On peut le calculer au gramme, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est autour des 200 grammes. Ça vaut vraiment le coup. Celui-là, on l'a toujours au fond du sac, il prend pas de place. Et il sauve un paquet de fois. Donc il faut qu'il soit normé. Hein. On peut pas Une pharmacie. Alors pharmacie, il faut penser aux petits bobos le temps que les secours arrivent. Okay, ou alors le temps qu'on soit proche d'une zone où les secours puissent arriver. Donc petit bobo en escalade, il y a eu sûrement des conférences là-dessus de la part de médecins, je crois, hier. Moi j'aime bien avoir des antalgiques. Donc ça c'est vraiment les choses bêtes, mais antalgique niveau 1. Aspirine, Doliprane, ok. Antalgique niveau 2, c'est de la codéine. Donc en gros, en escalade, ce qu'on a souvent, c'est par exemple de la déshydratation. On fait la marche d'approche, on n'a pas assez bu, on a mal au crâne, et du coup, on a du mal à partir dans la voie. Un petit coup d'antalgique numéro 1, un Doliprane, aspirine, ça aide à se mettre dedans. Et le codéiné, c'est on se fait vraiment mal, on prend par exemple une pierre sur le bras, donc sans ouverture, ok, mais juste un gros hématome. On peut pas, un gros hématome où on a peut-être un doute de fracture. On arrive à passer un antalgique niveau 2. Ça, on peut le prendre en pharmacie. Les stéristrips, ok, une petite coupure. On se prend un petit caillou sur l'arcade. Ça saigne, mais ça saigne pas à un point où on serait obligé de redescendre. Pareil sur la main.
On grimpe mal, on se fait des bobos aux mains. Voilà, c'est des petits trucs pour couper. Et il y a autre chose, bandage pour arrêter les hémorragies, petite ou petite, hein, je vous le souhaite petite. Donc, mais voilà, avoir une pharmacie, c'est important de partir avec une pharmacie. Après, on la prend plus ou moins grosse. Moi, j'ai fait le choix, voilà, j'ai au moins cette taille tout le temps. Que je sois dans un cadre professionnel ou personnel, j'ai au moins cette taille-là. Vous pouvez aller chez le Vieux Campeur, enfin chez d'autres revendeurs. Il y a aujourd'hui des petites pharmacies un peu toutes faites et qui sont très bien. Mais on ne peut pas partir sans pharmacie dans une aventure verticale. L'escaper. Alors l'escaper de Béal, pareil, passez sur le stand Béal pour qu'il vous fasse une très bonne démonstration, qui doit respecter un protocole, c'est vraiment important. L'escaper, c'est un outil de réchappe en cas de situation difficile. On descend, en rappel d'une grande voie, on a nos 2 brins, et à un moment donné, il y a un brin qui se coince. On est mal, la météo, le timing, etc. On va être obligé de couper un des 2 brins, par exemple, et il ne nous en restera plus que 1 ou 1,5. Mais on a envie de continuer à descendre. C'est vraiment un matériel de réchappe en cas de situation complexe. Okay, c'est pas du tout à utiliser au quotidien. C'est vraiment qu'un matériel de réchappe et qui doit respecter un protocole. Donc je voudrais bien vous le faire, mais si je le fais, ça me prend un bon quart d'heure. Mais par contre, j'ai la chance d'être ambassadeur Béal, donc s'il y en a que ça intéresse, après la conférence, on peut aller sur le stand Béal et le faire ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose à avoir au fond du sac, c'est pareil, ça pèse rien. Et on l'a tout le temps, quoi. Matériel de réchappe, ok ? À garder, ça peut sauver un paquet de situations. Après, j'ai de la cordelette. Alors, cordelette, ça m'a fait marrer une fois. Je sais plus, j'ai un client, j'ai dû sortir tout ce que j'avais dans mon sac. Et on était à la Sainte-Victoire, dans le sud. On partait sur une grande voie où il y avait des broches et des scellements. Il me voit sortir ça, il me dit « Mais ça sert à rien, les relais ils sont déjà équipés. » En fait, le raisonnement, parfois, il est faussé. On peut très bien avoir un relais qui est déjà scellé dans une roche, sur nos longueurs, mais il peut être très mal relié. C'est-à-dire que les forces peuvent être mal reliées entre elles, si jamais il y a un scellement qui pète. Donc, ces cordelettes, moi, je les utilise autant sur du terrain d'aventure où c'est vraiment du coinceur que dans des grandes voies où on a déjà du matériel en place. D'accord ? Donc, d'avoir des petites cordelettes et donc avoir le couteau pour le couper, important, c'est obligatoire. Ok ? Il faut toujours, malheureusement, imaginer le pire pour vivre le meilleur en montagne ou en escalade. Donc, dès qu'on va arriver sur des relais sur lesquels on a des doutes, par exemple, 2 scellements qui sont reliés mais avec des vieilles sangles, on va automatiquement relier nos 2 scellements avec cette cordelette. D'accord ? Donc avoir de la cordelette, c'est primordial. Et vu que moi j'ai peur de mal faire mon sac quand je fais de l'escalade ou de l'alpinisme, parce que plus on met les mains dans le sac, plus des fois on oublie les choses. Donc moi j'ai toujours beaucoup de longueur parce que ces cordelettes, j'hésite pas à les utiliser. Voilà, je sais que j'en ai en rab toujours dans mon sac. Et si je fais de la marche sur glacier et que j'ai besoin de faire un secours en crevasse, j'ai besoin d'une grosse longueur de cordelette. Donc ça vaut le coup d'en avoir au moins entre 5 et 8 mètres dans son sac. Après, les astuces toutes nouvelles. Je l'assume, je vends la mèche. J'ai acheté des radios aux États-Unis là, cet automne. Parce que la communication en escalade, c'est quand même hyper important. Et pour celles et ceux qui connaissent déjà les expériences de grande voie où on ne s'entend pas, on a souvent des scénarios où la tension monte et du coup ça vient un peu empiéter sur le bien-être de la cordée et de la journée. Donc il y aurait vraiment des histoires à écrire là-dessus. Pensez-y un jour parce qu'il y a des belles histoires qui se passent, des bonnes engueulades aussi. Donc la communication en escalade quand on ne se voit pas ou quand on ne s'entend pas, elle est sonore quand on arrive à se parler, et quand on ne se voit pas, elle peut être avec les cordes. Je vous donne des astuces, mais vous les connaissez sûrement. Les cordes, entre nous, elles seront toujours reliées, ok ? Donc, quelqu'un arrive à un relais, c'est vaché, c'est des termes qui parlent ou qui parlent pas, mais qui est en sécurité et qui veut dire à son assureur, c'est bon, je suis en sécurité, tu peux enlever ton descendeur. On peut très bien tirer la corde 3 fois. Ça, c'est 3 fois d'un coup sec.
je vous promets que 3 fois d'un coup sec, l'assureur, il peut pas se tromper. 3 fois avec la même tension, le même rythme, il peut pas se dire, là, il est en train de mettre une dégaine, mais pas très bien, quoi. Ça peut être une technique. Ça, c'est du langage non verbal à définir en bas de la voix. D'accord ? Pareil, les protocoles, on arrive en bas d'une voix, on répète les choses, même si c'est un compagnon qu'on connaît depuis des années. On se redit bien, bon, quand je suis au relais, si jamais tu m'entends pas, je tire 3 fois. Donc ça, c'était les techniques non verbales. Si on veut rester dans le verbal, j'avoue que le petit toki, ça vous change la vie pour ça. Quand on ne s'entend pas au relais, ou même pour accompagner la personne, le second lui dira, bah tu verras, à ce passage de toi, j'ai dû mettre un friends ou une dégaine un peu longue, je t'ai rajouté une sangle pour que tu puisses tirer dessus. Voilà, c'est d'accompagner la personne. Ça rassure vachement. Et du coup, ça permet de garder un bon climat dans la cordée tout le long. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est qu'il faut de nouveau penser à une chose de plus la veille à la maison. Voilà, recharger ça, par exemple. Après, voilà, là, je suis 4 jours, non, 5 jours en paroi, j'ai pas eu besoin de recharger les batteries, il en restait à la fin. Donc quand on part pour une journée, ça peut suffire. Mais effectivement, l'électronique, c'est quand même un bon joker. Et toujours dans l'électronique, vous voyez, je le mets dans un sac pour éviter qu'il prenne la flotte. La frontale, en grande voie, c'est hyper important. Même si on a des iPhones maintenant qui ont une lampe de poche qui est de plus en plus forte, de descendre en rappel avec un iPhone dans la main, ça marche pas du tout, quoi. Donc la frontale de secours, c'est vraiment top. Et j'ai été un fervent défenseur des petites frontales Petzl qui étaient très très light il y a quelques années. Ça n'engage que moi, mais leur intensité elle est quand même vraiment faible. Et quand on se retrouve dans des vrais rappels où on a besoin de trouver le relais quand on redescend, elles étaient trop faibles. Donc effectivement, ça va peser plus de poids qu'une toute light. Mais par contre, quand on va l'utiliser, on va être beaucoup plus serein et on va du coup prendre des meilleures solutions. En tout cas, elles vont arriver plus vite. Donc d'avoir une vraie frontale, c'est quand même un truc important. Je parle beaucoup, hein. Petit sac, très très léger. Vous voyez, quand on grimpe, donc on peut très bien faire notre marche d'approche avec notre sac de 30 litres. Mais si on part sur une petite grande voie, alors il faut qu'on redéfinisse ce qu'est une petite grande voie entre nous. Mais une grande voie où justement on part pas, en règle générale, on va se dire si on part pas sur plus de 10 longueurs, un petit sac vraiment léger suffira. Où on pourra mettre la pharmacie, la frontale, l'escaper, de l'eau, de la bouffe. Ça peut suffire. Et une petite doudoune ou un petit coupe-vent. Parce que là, vous voyez, je vous disais que j'oublie toujours un truc, et ben là j'y suis, mon coupe-vent, il est sur mon stand. Donc ce qui reste en plus dans ce sac-là, à la fin, c'est un coupe-vent très très léger. Ok, ou doudoune, celle-là serait même un peu lourde. Mais d'avoir quelque chose pour se protéger de la pluie et du froid, c'est primordial. Pour notre confort, et puis en cas de secours, on va vite tomber en hypothermie et on a besoin de mettre de la chaleur sur la victime. Donc dans des petits sacs comme ça, qui vont faire moins de 10 litres, une canette de bière, énorme, et c'est bien d'en avoir un. Après, effectivement, ça, les seconds, vous avez sûrement de le dire, les bretelles des sacs à dos peuvent faire mal si on charge le sac à ras la gueule. Par contre, si, quand vous faites votre sac, vous mettez la doudoune ou la Gore-Tex au niveau du dos, déjà, vous n'aurez pas de point dur sur votre dos. Donc, quand vous faites votre sac, faites-le en répartissant les volumes correctement. Mais voilà, ça, d'avoir un petit, c'est quand même une bonne astuce. Et je finis cendrier de poche. Et après, dernière astuce dans l'électronique, c'est la petite batterie de secours. Parce que on fait des activités où le poids est important et de prendre tout un topo papier dans notre sac alors qu'on n'a besoin que d'une page, on ne le fait pas, surtout pour une grande voie. Si on a été bon la veille, on a imprimé le topo, mais ça on le fait de moins en moins, on a de moins en moins d'imprimantes chez nous. Et par contre, on a nos téléphones. Et nos téléphones, ils vont devoir surtout servir en cas de secours. Il ne faut pas oublier que la base d'un téléphone, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir appeler les gens. Donc, si jamais
on n'a plus de batterie dans notre téléphone avec la photo qu'on a prise dans la bagnole juste avant de partir en disant merde, j'ai oublié de prendre la photo du topo. Il nous faut une petite batterie de secours. Donc voilà, je suis pas un fan de l'électronique, mais en même temps on est humain et voilà, de ne pas avoir le topo papier sur soi parce qu'on n'a pas eu le temps, on ne veut pas dire que c'est une faute, hein, ou parce qu'on a décidé de ne pas prendre le temps. Au moins si on a décidé de ne pas prendre le temps, eh ben, on a notre batterie de secours pour notre téléphone si on n'a plus de batterie. Voilà, j'ai vidé mon sac. Je suis sûr qu'en vidant mon sac, il y a plein de questions qui ont dû fuser dans votre tête. Donc je vous propose de faire passer un micro et poser vos questions si vous en avez. Et le micro, il est où? Ah bah voilà. Vas-y, monsieur. Généralement, il y en a une, puis après on se détend, puis il y en a 2, 3, 4. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question. Hein. 1, 2. Vas-y. Tu as parlé du matériel, sauf la corde. Et la corde, c'est toujours une corde à double, évidemment. Très bien. Je l'ai vu, je dis, bon, je vais en parler après. Alors, dans les photos que je vous ai montrées, vous avez vu, des fois, j'avais des cordes à double. Là, on est toujours sur de la corde à double. On va redéfinir la corde à double. Hein. Et là, hop, je suis sur une corde à simple. Vous voyez, je n'ai qu'une seule corde, et puis j'en ai une un peu bariolée dans mes fesses derrière. Là. Et là, je reviens sur de la corde à double. Alors, pareil, ça, faut prendre du temps chez un constructeur. Voilà, on va citer Béal parce que c'est celle que j'utilise. Corde à double, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, on est bien dans les normes de sécurité. On va pouvoir descendre en rappel sur l'intégralité de la longueur des cordes. Okay, là, j'ai 2 cordes de 60 mètres. Je vais pouvoir faire des rappels au maximum de 60 mètres. Alors que si je n'en prends qu'une seule, qui fait 60, je devrais mettre que 30 mètres. Donc, ça fait des plus petits rappels. À ce sujet, prendre 60 ou prendre 50 mètres, ça, c'est une question que j'ai souvent. C'est hyper personnel. Ça varie en fonction des massifs dans lesquels vous êtes. Mais qui peut le plus, peut le moins. C'est quand même une expression qui se prête bien à nos sports. Donc j'ai tendance à partir sur 60 mètres. Je préfère partir sur 60 mètres, même si les rappels vont être installés pour du 50 mètres. Mais selon le terrain sur lequel on est, on peut être content d'avoir les 10 mètres de plus. Et selon l'état de fatigue qu'on a, et par exemple, si on a des rappels vraiment pile poil à 50 et qu'on n'a pas fait de nœud en bout de corde, ça peut entraîner l'accident. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, j'ai tendance à partir plutôt sur du 60 mètres. Donc, effectivement, ces cordes à double, alors quand on est deux personnes à grimper, chaque personne va mettre les 2 nœuds de la corde sur son baudrier, okay, et on est relié par 2 brins de corde. Par contre, si on est 3, ça marche. Le grimpeur peut mettre les 2 cordes sur son baudrier et les suiveurs peuvent mettre l'un et l'autre une corde. Voilà. Là, vous voyez, je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais le monsieur est sur la corde verte, il me semble, et la dame sur la corde bleue. Donc ça, c'est un peu la base. Corde à double, ça marche très très bien. Encore une fois, c'est les constructeurs qui peuvent vraiment vous expliquer le mieux, mais dans la pratique, les cordes à double, c'est très bien. Ce qui peut arriver, c'est de partir sur de la corde à simple, comme là, ou des cordes triple norme. Moi, ça, c'est le modèle Opéra, mais il y en a d'autres chez d'autres marques, où on est corde à simple, corde jumelée et corde à double en même temps. Donc, je vais pouvoir utiliser 60 mètres, et l'autre corde qui est derrière moi, ça va être une corde juste de rappel. C'est-à-dire que je vais descendre sur le brin de 60 mètres que sur un brin, et après, je vais pouvoir rappeler cette corde avec une autre corde très, très fine. On utilise ça généralement quand ce sont des voies dures, où on va devoir hisser une corde. La corde orange et noire va servir à hisser le sac. Okay. Pour le premier grimpe en tête, il arrive au relais, il va hisser un sac, parce que même pour le second, c'est désagréable de grimper avec un sac, donc on va hisser le sac. Par contre, c'est pas aussi instinctif qu'une corde à double. Et ça demande aussi, les résistances de nœuds demandent d'être vraiment au fait de quel nœud je dois faire entre les cordes quand je descends en rappel. Donc c'est vraiment une pratique qui est très très particulière, qui va concerner 15% des situations. On est quand même la grosse partie du temps sur des cordes à double, et c'est ce qui marche encore le mieux. Est-ce que
je veux bien qu'on en parle, les différences cordes à double, cordes jumelées et cordes à simple. Est-ce qu'on refait un point là-dessus? Ou est-ce que vous prenez le temps après d'aller chez un constructeur et qui vous montre vraiment des exemples? On refait un point rapide. Corde à double, c'est ce que je viens de vous expliquer, d'accord? Le grimpeur peut être attaché sur les deux brins et les deux autres grimpeurs peuvent être attachés sur un brin ou l'autre. Ou alors le binôme peut être sur les deux. Et on peut clipper, comme on voit sur une photo là, voilà, là on le voit, on peut clipper un seul brin. Vous voyez, dans la dégaine du bas, je clippe que la corde bleue, et après j'ai clippé la corde verte. D'accord? Je clippe un point plus l'autre. La résistance des cordes le permet. Si j'étais sur une corde jumelée, ce sont des jumelles, on doit toujours clipper les deux brins en même temps. Quand est-ce qu'on utilise des cordes jumelées? Ça peut arriver, la plupart du temps, c'est en cascade de glace. En cascade de glace, on va avoir des cordes très fines, parce que plus elles sont grosses, plus la masse aussi de glace peut se mettre autour. Donc on a souvent une corde très jumelée et les résistances de force de choc aussi vont varier. Les forces de choc vont être très bonnes sur des cordes jumelées, sur des cordes très très fines. Donc quand on tombe sur une broche à glace, c'est moins solide qu'une plaquette dans le rocher. Donc on va vouloir avoir des cordes avec une très bonne force d'absorption de notre choc. Donc on va prendre des cordes très très fines. Par contre, ça implique le fait de clipper les deux cordes en même temps. Si on clippe les deux cordes en même temps, sur une traversée comme là, on est sur la photo, au bout d'un moment, on aura ce qu'on appelle le tirage. C'est-à-dire que pour le grimpeur qui monte, ses cordes vont tirer parce que ça va faire des angles droits avec les cordes et les points dans lesquels il les a clippés. Voilà pourquoi, en grande voie, on est souvent sur des cordes à double. En cascade de glace, généralement, les longueurs sont rectilignes ou quasi rectilignes. Donc, on peut se permettre de clipper les deux brins, ça ne gênera pas pour le grimpeur. Voilà, il y a toujours des explications. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller sur un stand de constructeur et de voir les signes, qu'est-ce qu'une corde à simple, corde à double. Et les cordes à simple, c'est quand on fait une seule longueur, ce qu'on appelle de la couenne, ou alors dans des gymnases, des SAE, on va utiliser des cordes à simple. Voilà. J'ai envie d'en parler 1000 ans, mais si on dérape, ça va. Et puis il faut vraiment des supports pour parler de ça. Mais partez sur des cordes à double pour les grandes voies. C'est vraiment la réponse la plus simple que je puisse donner. Une autre question? Ouais, allons-y. Pour faire des rappels, tu conseilles de faire des nœuds en bout de corde, du coup? Je ne peux pas le déconseiller, parce que sinon c'est prendre des risques. Ouais. Je conseille de le faire, mais encore une fois, si je réponds à mes questions qui, où, quoi, quand, comment, de départ, là, si je pars sur une voie où je sais que c'est un peu terrain d'aventure, où les relais ne seront peut-être pas équipés exactement toujours à 45 mètres, parce que le terrain ne l'a pas permis, là, je vais partir en début de journée en me disant « Attention, je suis sur un terrain d'aventure, l'équipeur, quand il est descendu, qu'il a équipé les lignes de rappel, il n'a peut-être pas pu être pile poil. À 45 mètres, il y avait un gros passage de toit, donc il s'est mis vraiment pile poil à 50 mètres. Donc dès le matin, je me dis « Oula, là, je peux être sur quelque chose de moins garanti parce qu'on est vraiment sur du terrain d'aventure. » Donc là, oui, je ferai des nœuds. Après, si c'est une voie où je vais redescendre en rappel, si c'est une voie que je grimpe et la descente en rappel est dans le même itinéraire, à la montée, j'ai pu me rendre compte des longueurs de corde que j'utilisais. C'est-à-dire que moi, leader, je sais que j'ai une corde de 60. Si je tire des grandes longueurs où j'arrive pile poil à 60, je me dis, ouais, alors là, à la descente, c'est sûr que je fais des nœuds. Par contre, si c'est des longueurs de 30 mètres et qu'à la descente, je me dis, bon, je vais devoir fractionner mes descentes, là, les nœuds ne seront peut-être pas obligatoires. Mais encore une fois, qui peut le plus, qui peut le moins. Donc, je dirais que dans un apprentissage, et même pour les experts, de faire des nœuds, quand on a répondu à cette question de qui ou quoi, quand, comment, le matin, oui, on en fait. Bonjour. Tu parlais tout à l'heure des cordes à double. Du coup, si on peut grimper, en clippant uniquement un seul point, pourquoi est-ce que toutes les cordes à double ne sont pas forcément certifiées triple norme? Je prends l'exemple de la corde Cobra, par exemple, qui est une corde à double, mais qui n'est pas certifiée triple norme comme une corde à Opéra, par exemple. Merci. Je pense qu'il y a une réponse constructeur que je ne connais pas.
parce qu'ils ont forcément des problématiques reliées à la construction des normes et à l'assemblage de lames à l'intérieur, où c'est pas aussi simple que ça d'avoir une construction de triple norme. Donc ça, c'est la réponse constructeur. Après, je pourrais très bien utiliser 2 cordes opéra au lieu de prendre des cordes à double, effectivement. Par contre, dans l'achat, en tant que consommateur, on sait que si j'achète 2 opéras, ça me reviendra plus cher qu'en achetant 2 cordes à double. Donc voilà, tu peux très bien utiliser une corde qui a ces 3 normes et tu en achètes 2 fois. Par contre, à l'achat, ça te reviendra un peu plus cher. Mais par contre, dans ta pratique, ça sera plus utile. Ça répond à ta question ou... voilà. Là, c'est vraiment une question qu'il faut que tu ailles poser au constructeur. Bonjour. Par rapport à la radio, la deuxième, là, celle que vous avez parlé, que vous aviez... Ah ouais, celle-là. Ouais, excuse-moi. Tu fais bien de m'en reparler. Donc ça, ce sont des radios qui marchent avec des relais. Donc ça, c'est vraiment une radio que j'utilise en haute montagne. Donc il y a le grand réseau des Alpes qui met des antennes un peu partout en France. On souscrit une offre, ok, et après on va pouvoir choisir des relais. Un relais, ça veut dire une antenne. Donc là, quand on souscrit à l'offre de base Grand Réseau des Alpes, on a toutes les zones de France, là où il y a des relais. D'accord ? En Corse, par exemple, il n'y a pas de relais partout. Dans les Pyrénées, il n'y en a pas partout. Donc selon les zones où on est dans certains massifs, on ne va pas forcément capter tout de suite des relais. Ces radios-là, donc on peut les louer, en tout cas les forfaits, on peut aussi les louer. Donc c'est ouvert aussi, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels, ça peut être aussi ouvert aux consommateurs. Voilà. Donc ça, c'est une petite radio de secours si j'ai pas de réseau téléphonique. C'est pour ça que je l'ai, parce que selon les zones où on va, on peut pas être sûr que le réseau téléphone passera. Mais voilà, j'ai donné les exemples des Pyrénées ou de la Corse. On n'a ni réseau téléphonique, ni radio. Mais dans mon approche de grande voix, si je réponds à qui ou quoi, quand, comment, le matin, je dis « Ok, là, je suis dans une zone où je sais qu'il y a peu de réseau téléphonique ou pas, et pas de radio. » Du coup, mon choix de voix va être un peu orienté. Tu vois. Voilà, c'est pour ça que si vous retenez ce qui ou quoi, quand, comment, dans cette méthodologie un peu de choix et d'approche de nos grandes voix, ça va être quand même pas mal. Voilà, donc ça, tu peux aller au Vieux Campeur. C'est des radios qu'on achète. Et pareil, on peut prendre des locations. Ouais. Bonjour. Désolé, j'ai loupé le début, mais je ne sais pas si vous avez parlé de la communication entre les 2 grimpeurs quand on ne peut pas vraiment communiquer directement. Je ne sais pas s'il y a des astuces, des petits outils que vous utilisez, des talkie-walkie, On va voir s'il y en a qui ont bien suivi. Ouais, je l'ai abordé. Alors, ouais, le langage non verbal, ça peut passer par la corde, ok. Je grimpe, j'arrive au relais, mon second ne m'entend pas, mais j'ai besoin de lui dire que je suis relais vaché. On a des codes qu'on peut définir entre nous en début de voix. Je peux tirer 3 fois la corde d'un coup sec pour dire relais vaché. Voilà, ça peut être de la communication non verbale. Il n'y a rien de plus désagréable que de gueuler, parce que voilà, on perd la concentration, on perd l'espèce de connivence qu'il peut y avoir dans une cordée au départ. Donc il faut trouver des petites astuces comme celle-là. D'ailleurs, nous, quand on grimpe, si on voit des cordées qui se gueulent entre eux, on arrive tout de suite à savoir si ça peut être une cordée qui a un peu d'expérience ou pas du tout. Ils ont beau avoir le meilleur matos, le machin truc comme ça, on voit qu'ils se gueulent dessus non-stop. Ça donne vite un peu une idée du niveau d'expérience des gens. Donc la communication non verbale avec la corde, c'est ce qui marche bien. Mais ça a forcément ses limites, parce que voilà, faut vraiment que la personne définisse bien le 1, 2, 3 coups secs, que le second soit bien sûr que c'est bien un coup sec qu'il est demandé pour dire je suis relais vaché et pas je prends du mou. Mais ça demande à être vécu. Et après les radios. Parce que on en parlait tout à l'heure, c'est les petites radios, je sais pas où elles sont passées. Ah, elles sont là. Les mini-radios comme ça là, qui tiennent, là je les ai utilisées 5 jours de suite, et ça perd pas de batterie. C'est un achat alors c'était aux États-Unis, mais c'était $75. Je pense qu'on va trouver les mêmes à 100 € ou 90 € en France. Pour les deux, ouais, pour les deux. Et ça tient 5 jours de batterie en les gardant toute la journée. Alors on les garde toute la journée sans forcément parler non-stop, mais en tout cas elles sont ouvertes toute la journée. Et ça, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais ça fait une énorme diff.
Après, il faut bien se dire, ok, on a une radio, mais on passe pas notre temps à se dire n'importe quoi. Il faut que ça soit vraiment utilisé que pour du message important dans la cordée. Donc voilà, ça c'est les astuces que j'ai, c'est la communication avec la corde, en disant voilà, 3 fois je suis vaché, une fois longtemps et je relâche. C'est donne-moi du mou, par exemple. Ouais, il faut juste trouver des codes, comme ça. Ça répond à ta question ? Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une astuce là-dessus ? Parce que c'est l'occasion, en fait. Parce que... Manger ? Hein ? Ah, le sifflet. Alors ouais, d'avoir un sifflet. On l'a en canyoning, par exemple, tout le temps, là, les 3 coups de sifflet, pour dire tu me donnes du mou, machin. Ou relais libre, je ne me rappelle plus. Enfin, où tu peux descendre. Le sifflet, c'est bien. Après, le sifflet... parfois, avec les bruits qu'il y a autour de nous, le vent, par exemple, le sifflet et le vent, des fois, on confond le bruit, le sifflement du vent et un sifflet vraiment qui vient de la bouche de quelqu'un. Mais oui, tu as raison, le sifflet, c'est une option. Ouais, carrément. Moi, j'ai une petite question comme ça. Quel est votre plus gros oubli en allant faire une grande voie d'escalade ? La corde. Bien, ouais, pareil. Pas pour une grande voie, mais pour faire de la couenne. Ça nous est tous arrivé. Sur ces gros trucs comme ça, là, ces gros oublis qui semblent carrément ahurissants, où là on en parle, c'est comique. Quand on est avec une personne qui a le même niveau que nous, attention, on a tendance à souvent se dire que cette personne y a pensé. Voilà, ça c'est le cas d'école entre professionnels. Et ben là, toute cette méthodologie qu'on applique quand on est avec des gens moins forts que nous ou quand on est dans un cadre professionnel, le jour où on est avec un autre copain professionnel, on va se dire ouais, mais ça là, il y aura pensé quoi. Voilà, il faut pas hésiter à se poser les questions entre nous ou voilà, entre 2 très bons grimpeurs qui ont l'habitude de grimper ou même pas très bons, mais des grimpeurs qui ont l'habitude. Vous voyez, c'est quand même un sport où on a besoin de beaucoup de matériel si on veut que ça se passe avec le plus de fluidité possible. Donc ne pas hésiter, je pense, à redire. T'as vraiment pris une pharmacie ? T'as une petite batterie de secours ? T'as pris le topo en photo ou t'as pris le topo en papier ? Et après, il y a carrément, ouais, t'as pris les cordes. On part de la bagnole ou du vélo ou de ce qu'on veut. On attaque la marche d'approche. Moi, j'aime bien, genre les 5 premières minutes, je me refais un peu tout le sac que je dois avoir et je regarde autour de moi, je me dis ok, les cordes, j'en parlais, je pars des pieds et je remonte jusqu'à la tête dans le matériel dont j'ai besoin et je regarde le sac de la personne qui est en face de moi ou moi le mien, je dis est-ce que j'ai bien ça, est-ce que j'ai bien ça. Bon, voilà, c'est une petite méthode. Donc ouais, les cordes, le baudrier, ça arrivé ? Ouais. Vous avez fait comment ? Retourner à la voiture ? Est-ce qu'il y en a qui ont fait un baudrier avec la corde, carrément ? Ouais ? Ça, il y a des techniques de nœuds pour se faire un baudrier avec une corde. Ça joue, mais pour une grande voie, ça joue pas. Si on se retrouve vraiment suspendu dans le baudrier à un relais avec un baudrier qu'on a fait nous-mêmes, on fait deux relais, et puis après on descend, ça fait trop mal, quoi. Le casque, c'est... Pareil, il faut aller faire le tour là, des fédés, leurs messages... Mais en tant que pratiquant, voilà, hors cadre fédération, hors cadre constructeur, le casque, c'est quand même vraiment le truc à pas oublier, quoi. Après, je sais, hein, c'est des perspectives de génération. Hein, on regarde des vieilles photos, ils grimpaient avec des bandeaux, des bonnets en laine. Mais ne pas avoir son casque, c'est un gros oubli, quoi. C'est un petit matos qui pèse pas bien lourd, mais l'oubli a de grosses conséquences. La flotte, on a tous oublié la flotte, je pense. Ça peut tous nous arriver. Il faut quand même voir l'ordre de gravité des oublis. Et là, vous voyez, j'ai oublié. Il est sur le stand parce que le premier jour il pleuvait ici, là, jeudi là. Mais mon kawaii, oui. Bon, voilà, j'ai oublié mon kawaii. Par contre, j'oublie pas mon casque. Mon kawaii, si jamais il fait trop froid ou qu'il pleut, bon, moi je redescends. C'est un peu moins grave que d'oublier son casque ou la radio ou le téléphone pour pouvoir faire les secours. Ça, c'est vraiment une perspective de gravité d'oubli, quoi. Voilà. Est-ce que ça a répondu aux attentes que vous aviez sur ce petit
ce petit temps d'échange. Ouais, vas-y. Ouais, bah vas-y, on a le temps. Hein. Enfin, je sais pas si... Je connais pas le planning, là. Je sais pas quelle heure il est, d'ailleurs. 45, ça fait 1 heure. Ok. Les mitaines? Ouais. Les mitaines pour descendre en rappel. Ok, d'accord. Ouais. Et tu fais très bien de me le dire. Sur les mitaines, vous voyez, j'ai un anneau pour pouvoir faire un système de réchappe. Ok. D'avoir le petit anneau de secours que généralement on accroche à l'arrière du baudrier. Ben voilà, le petit anneau pour descendre en rappel si on a besoin de faire une réchappe. C'est interdiction de descendre mettre nos cordes à même les paquettes comme ça sur l'angle à 90, interdit. Ouais. Donc petit anneau de secours. Élégance pour descendre en rappel. Ce que je disais, c'est de les avoir coupés. C'est très propre à chacun, mais en fait, d'avoir le bout des gants jusqu'au bout des doigts, parfois ça gêne dans la manip de corde pour prendre du matos sur notre baudrier, etc. Donc de les couper, avant on les coupait nous-mêmes, mais maintenant les constructeurs le font déjà. D'avoir de la préhension, c'est bien. Par contre, de pouvoir tirer la corde quand on est au rappel, c'est vachement bien d'avoir ses gants. Et rien que quand on descend aussi en rappel, eh ben, pour pas se brûler les mains. Si on a même avec le prussique, j'ai envie de vous dire. Mais quand quelqu'un descend en rappel sans prussique, le prussique, c'est ces petites sangles là. Voilà. Pour celui qui descend sans prussique, de ne pas avoir de gants, c'est une vraie prise de risque. Je refais un petit topo sur ça. Là. Quand on descend en rappel, le premier descend tout le temps avec un prussique. C'est une obligation. C'est pas une option, c'est une obligation. Pour le second, c'est un message qu'on apprend à l'école, hein, donc je me permets de le dire. Hein. Pour le second, si le premier tient la corde et a vaché la corde au relais, le second peut descendre sans prussique. Parce que si la personne qui est descendue en premier est attentive à la descente du second, s'il lâche pour une raison X ou Y, un chute de pierre, envie de se gratter les oreilles, j'en sais rien, si on tire les 2 cordes, la personne va s'arrêter. D'accord ? Après, qui peut le plus peut le moins. Si jamais la corde, on n'arrive pas à la tendre aussi vite que prévu, d'avoir des gants pour le second, c'est vraiment important. D'accord ? Après, si les 2 personnes savent utiliser des prussiques et ont l'habitude, les 2 peuvent descendre avec des prussiques. Hein. Encore une fois, c'est pas une faute d'avoir un prussique. Mais le second, tant que le premier est descendu, tient la corde et a vaché la corde au relais, peut descendre sans prussique. Voilà. Mais c'est 1000 fois mieux avec les gants. Voilà. Je sais que c'est des grandes questions, mais vas-y, continue. J'ai pris l'habitude, moi, parce que les personnes avec qui j'ai fait de la grande voie en premier avaient tout le temps une poignée. Au cas où il faut remonter l'autre personne ou des trucs comme ça. Tu y vois un intérêt, toi, ou pas ? Ouais, alors généralement, les gens qui ont les poignets, enfin pas généralement, c'est pour ça. C'est si jamais il faut remonter une personne ou même se remonter soi-même. En fait, la poignée, si on sait faire la manip pour remonter sur une corde ou si on sait faire la manip de mouflage, il vaut mieux savoir démultiplier les forces et ne pas avoir de poignée que de se dire je démultiplie qu'une seule fois la force, mais j'ai la poignée et je pourrais monter le mec. C'est ça en fait. Ils prennent la poignée parce qu'ils ne savent pas faire exactement les allers-retours pour démultiplier la force. D'en faire qu'un seul parce qu'ils savent mettre la corde dans la micro-track, ça va. Mais après, de faire des allers-retours pour que plus je fais d'allers-retours, plus je divise le poids de la personne. Et du coup, ils disent je prendrai une poignée, j'aurai plus de force. Ça, on y arrive hein, à monter la personne 1 ou 2 fois tant qu'on a ramené enfin, un mouflage simple. Mais la personne avec la poignée, on va réussir à la remonter de 4-5 mètres, mais on ne fera pas beaucoup plus. Donc la poignée, c'est vraiment pas obligatoire. En tout cas, il vaut mieux savoir faire ces manips correctement de démultiplication de force et pas avoir de poignée. D'accord. Et tout le temps les chaussons ? Ou t'emmènes une autre paire de chaussures pour redescendre les rappels Tout dépend de la voie. Qui ou quoi, quand, comment. Si c'est une voie où on doit redescendre de l'autre côté, effectivement, je prends des chaussures en plus. Si c'est des voies, les gorges de Taria, c'est des exemples qui me viennent comme ça, où c'est du rocher qui fait très très mal aux doigts et même aux pieds dans les chaussons. Je serais ravi de redescendre avec une paire de chaussures qui me fait pas mal aux pieds. Mais par contre, voilà, une paire de chaussures, c'est toujours du poids. Hein, c'est l'ennemi du grimpeur, le poids.
Donc c'est pas une faute de les prendre, mais si j'étudie bien ma voix et que je sais que je dois redescendre de l'autre côté ou que ça redescend en rappel dedans, que c'est du rocher qui est plus ou moins abrasif, j'en prends pas. La petite astuce, c'est les crocs. Voilà. Les crocs, c'est hyper léger, mais par contre avec les crocs bien proches du pied, en redescendant en rappel, ça peut suffire. Donc les jours où j'ai des doutes, j'ai des paires de crocs. Ok, merci. Du descendeur ? Il est sur le stand. Bonjour. Excusez-moi, on a raté une petite partie au début. Vous avez parlé de sangle de réchappe où vous avez montré une sangle jusqu'à on est arrivé. Si vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît. Alors tu parles de l'escaper ou alors des sangles comme ça là? Un petit topo sur les deux, c'est Ok. bien. Je parlais de l'escaper sinon, oui. Ouais, alors l'escaper, c'est vraiment un protocole à respecter pour bien s'en servir. Et je disais qu'après, on pouvait aller sur le stand BL si vous voulez et vraiment faire le protocole ensemble parce qu'il faut une corde, faut tirer dessus. Ici, c'est pas très pratique. Mais si ça intéresse du monde, on y va de suite derrière et on prend 10 minutes pour le faire. Ça, c'est vraiment pour faire des Très bien. rachapes. C'est pas un outil pour faire des nouvelles techniques de rappel, quoi. Ce n'est que pour faire de la réchappe. Et il faut être au courant de la méthode. Comme le DVA, vous savez, voilà, le détecteur de victimes en avalanche, c'est super bien d'en avoir un sur soi, mais si on ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien, quoi. Et ces sangles, tu as raison de faire un petit topo, là on rentre un peu plus dans le technique, mais pareil, chez le constructeur, on pourra en parler. Ça, ce sont des cordes, des sangles Dynaloop. C'est-à-dire que c'est de la corde dynamique, de la cordelette dynamique. Donc on peut faire nos relais, il faut faire ces relais avec de la corde dynamique. Si je prends ces cordes qui sont des cordelettes de la sangle Dynéma, ça n'a pas du tout la même capacité d'absorption. Et donc ça ne va pas résister à la même tension quand le relais va se tendre et se détendre d'un coup. On parle de facteur de chute, ça. Ça, on peut s'en servir quand on grimpe. Ça va nous faire des sangles de progression, tout comme celle-là, ou tout comme le Prussic. Par contre, pour faire nos relais, on doit utiliser ce qu'on appelle ces sangles Dynaloop, qui sont de la cordelette dynamique, voilà, qui ont une vraie capacité d'absorption. Ça, pareil. Comment ? Ça, c'est des 160 ou 150. Et la longueur qui marche le mieux, c'est 120. 120, ça nous permet, dans la plupart des cas, d'arriver à faire notre relais. Le diamètre, je vais te dire une bêtise, c'est du 7... j'ai un doute, ça doit être du 7 ou du 8. Mais ça a vraiment une vraie capacité d'absorption. Donc pour faire ces relais et être en sécurité sur ces relais, on utilise ça. On n'utilise pas ça. Voilà. Ouais. Je sais pas si tu l'as mentionné avant, mais est-ce que des fois on peut aussi utiliser la corde à double pour les relais? Parce que Oui, tu peux le faire. Par ça contre, pose pas de soucis particuliers, ça. Non, exact. En fait, ça et ça, on retrouve la même chose. La corde à double, on peut l'utiliser. Vous avez compris ça, c'est-à-dire que le grimpeur, le premier arrive au relais, il a plus toutes ces sangles là, et il a envie de se faire un relais qui est relié, triangulé. Il va pouvoir utiliser sa corde qu'il a devant lui, en triangulant. Par contre, si c'est lui qui doit repartir en tête après derrière, c'est problématique. Ça marche bien quand on grimpe en réversible. Vous savez, c'est un coup l'un en tête, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Donc tu peux le faire, mais si tu es en réversible, c'est vraiment problématique. Il faudra changer les nœuds, etc. C'est pas le plus pratique. Voilà, ça fait 1 heure. Je sais pas s'il y a une conférence qui enchaîne derrière, mais je pense que si. Pas tout de suite. Et voilà, moi je vous propose de... Voilà, les descendeurs, le monsieur m'a fait une remarque. Pareil, les personnes qui sont intéressées, on va sur le stand BL 10 minutes, moi ça me gêne pas, et on peut un peu revoir tout ça. Les plaquettes, voilà, de ne pas oublier le descendeur plaquette quand on fait des grandes voies. Ne pas oublier son descendeur. Bon, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Et bon appétit. Et ceux qui le souhaitent, voilà, je range mon sac et on va au stand BL.